La scène se déroule dans le Moyen Atlas, entre montagnes, piémonts et plaines. Le Jbel est un vaste plateau couvert de parcours et de forêts, entre 1600 et 2000 mètres d'altitude. Il accueille des habitants variés, transhumants, sédentaires, bergers, des étrangers même. Le piémont par contre est cultivé, planté. Une partie du terroir est irriguée et porte une agriculture intensive. Partout des maisons, des villages, et aussi quelques petites villes comme Azrou, siège d'une vie active, lieu des échanges et de commerce avec son fameux souk du mardi. L'Azarar, occupé plus récemment, est largement cultivé, moins intensif, mais très habité. De grosses exploitations agricoles associent la culture des céréales et l'élevage des moutons. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début de ce siècle, les éleveurs pratiquaient ici une double transhumance. Ils partaient l'automne et l'hiver en bas, dans l'Azrar, à l'abri des forêts du Piémont. Au printemps, ils remontaient progressivement pour installer leurs tentes l'été venu dans le Jbel, la montagne. Chaque tribu disposait ainsi d'une longue bande de terre aux frontières jalousement défendues qui permettait à chacun de profiter au mieux des 3 étages de la végétation. C'est comme ça que s'est constitué le territoire collectif de chaque tribu. Mais en 50 ans, la population a quadruplé et les terres collectives de l'Azarar ont été progressivement partagées entre les membres de la tribu. Labourées et plantées, elles ne sont plus disponibles pour le pâturage collectif. Les éleveurs, installés dans leur nouveau village, passent à présent l'hiver sur les jachères ou en forêt près des bergeries et séjournent le reste de l'année sur les parcours du Jbel. Quatre personnages entrent en scène. Omar, le petit éleveur. Les gros éleveurs de la Noc comme Haj Smaïl ou Haj Wali. Hassani, le vieux berger avec son patron Aboubi. Enfin, Ahmed et son épouse Arkeya, en butte à de sérieuses tracasseries. Omar, petit éleveur de la tribu Aïtmouli et donc ayant droit du pâturage collectif, exploite 150 brebis dont une grosse partie en association. En bas, il a sa maison, des cultures sur quelques hectares. Il monte tôt sur le Jbel et garde lui-même. Sa femme reste en bas, retenue par les occupations quotidiennes. Quand je me suis décidé à construire, j'ai ramené un maçon et je lui ai dit que je voulais 100 mètres carrés. Il m'a demandé où on mettait la porte, ici ou là. Je lui ai dit vers l'est. On est tombé d'accord, on a mesuré et on a commencé les fondations. Il m'a dit, je te ferai une chambre de ce côté, une autre au milieu, une troisième derrière et un patio au milieu. On a amené le ciment, le sable, le fer et on a coulé la dalle. Et ici, c'est mieux qu'au Jbel ? Bien sûr, la Nouala c'est vraiment pénible, alors qu'ici c'est pour se reposer. Mais sur la montagne c'est vraiment difficile. Ma femme ne veut pas monter au Jbel avec moi. Les conditions de vie y sont trop dures. Il faut aller chercher l'eau au loin, il fait froid, et en plus elle a beaucoup de travail en bas. Et si on laisse la maison vide, on risque d'être volé.
Moi, je n'ai qu'une seule épouse, donc elle ne peut pas laisser la maison et venir avec moi. Ici, quand les hommes ont 2 femmes, ils en laissent une en bas et l'autre vient au Jbel pour aider au gardiennage et à l'abreuvement. Bah et toi, tu n'as pas pensé à prendre une deuxième femme? Non, une me suffit. Tu sais, les femmes sont ennuyeuses. Il leur manque toujours quelque chose. Elles ne cessent de demander de l'argent, du savon, des vêtements, une belle tente, que sais-je encore. Et moi, je ne suis qu'un pauvre berger qui prend des troupeaux en association. Haj Smaïl ou le Shir Wali sont de grands éleveurs qui ont adhéré à un groupement de sélection de la race Timhadit encadré par la NOC. 60 124. Oui. 60 048. Oui. Celle-ci, elle aussi, il présente des cheveux, comment dirais-je, des cheveux blancs qui sont des caractères extérieurs de la race. Donc il ne peut pas être remis dans le troupeau. Ils ont de gros troupeaux, plusieurs bergers salariés, de vastes terres très bien mises en valeur, souvent irriguées, semées en céréales, fourrages ou plantées de vergers. Ce sont au demeurant des agriculteurs avisés et très compétents. J'ai 8 filles et 10 garçons. Et 3 épouses. On travaille pour nos enfants, mais Dieu merci, on est très bien. On remercie notre roi. Sans lui, on ne pourrait rien faire. J'ai 200 hectares, dont 80 en irrigué. Je possède des terres à Amras, à Inle, à Zrou, Sidi Adib, Oufra et au Jbel aussi. Dieu merci, nous vivons très bien et on est de même les gens démunis. Avec les ouvriers que j'emploie, je fais vivre 10 familles avec 8 ou 9 enfants chacune. Ils sont tous payés, logés et nourris. J'exploite 1000 brebis, 100 chèvres, 10 mulets, 20 vaches aussi. On vit bien. Hassani, le vieux berger, c'est un salarié. Il n'est pas né ici et n'a donc aucun droit sur le parcours. Ne pouvant constituer son propre troupeau, il garde ceux des Aït Mouli. Il mène une existence difficile, celle des bergers. Il faut se réveiller à 5 heures. Tu prépares ton petit déjeuner, tu sépares les agneaux de leur mère dans des cachettes que tu couvres d'une bâche et tu sors tes animaux pour les faire pâturer au loin jusqu'à environ 13h ou 13h30 en les conduisant au point d'eau. Une fois à l'autre, tu abreuves les animaux et tu fais pâturer le troupeau jusqu'au soir pour les ramener vers le coup de 5 heures à la Zriba. Tu remets les agneaux avec leur mère pour la téter et tu rentres pour préparer la marmite et te faire du thé. S'il y a de l'huile d'olive avec le thé, tu manges un peu de pain et tu commences à préparer le dîner. Ensuite, tu manges ta marmite, puis tu prépares ton lit et tu dors. Mais tu restes toujours en alerte.
On se réveille la nuit à cause des chacals. Le chacal nous pose de gros problèmes. Il y a du chacal ici, beaucoup. Il vient la nuit et on n'arrête pas de crier. Il est passé par là, il est passé par ici. Les chiens, on doit les dresser pour attaquer le chacal. J'ai décidé de quitter cette place de berger que j'ai depuis 2 ans parce que mon fils veut commencer à garder, lui aussi. On veut prendre 2 troupeaux. Un seul troupeau, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu peux faire avec 7000 dirhams par an? C'est pas suffisant. 7000 dirhams, plus 4 quintaux de blé, 2 sacs de pain de sucre, c'est pas du tout suffisant. Le propriétaire ne veut pas me lâcher, mais je vais le quitter. Après tout, chacun fait ses calculs, non? Il faut que je le quitte si je veux prendre 2 troupeaux. Les bergers s'embauchent maintenant à 10 000 ou 12 000 dirhams. Mais au salaire de 12 000, il n'y a pas d'avantage en nature. Le berger doit se prendre en charge, il doit acheter ses bottes, ses vêtements, sa nourriture lui-même. Et le propriétaire n'apporte rien. Ahmed, le mari de Rkia, n'est pas d'ici lui non plus, mais presque. Il est arrivé de la Moulouya avec ses parents il y a près de 30 ans. Il a d'abord exercé le métier de berger et s'est enfin mis à son compte en 1975 avec un troupeau de 80 têtes. Il en compte à présent 400. Excellent éleveur, il est en conflit avec les gens locaux qui lui refusent l'accès au parcours collectif sous le prétexte qu'il n'est pas ayant droit de la communauté. Bravant les interdits, il est installé hiver comme été en montagne dans des abris de fortune démontables et mobiles. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans et je ne possédais rien. Je recevais 400 dirhams par an. Après 2 ans, je suis passé chez un autre éleveur, puis un autre, et ainsi de suite. En juin, je touchais mon salaire, 1500 ou 2000 dirhams par an, et j'ai ainsi économisé. Quand j'ai eu 80 brebis à moi, l'éleveur n'a plus voulu de moi, et je me suis alors installé sous ma propre tente, en 1975. L'éleveur chez qui je travaillais avait 600 têtes, mais maintenant, il n'en a plus que 150. Et moi, j'en ai 400. Alors par jalousie, on veut me chasser de la communauté. Pourquoi? Parce qu'on me considère comme étranger à la tribu, sans prendre en compte toutes ces années que j'ai passées dans la région. Et quand ils se réunissent entre eux, ils sont tous prêts à jurer qu'on vient juste d'arriver. C'est donc en montagne, loin des regards, qu'il se réfugie sous sa nouala en plastique. La vie là-haut est dure et chacun s'active. Comme Rkia, sa femme. Le matin, je prépare le petit déjeuner, on mange ensemble. Puis, je prépare le pain, je fais la lessive, et après le déjeuner, je fais la vaisselle. Je balaye le sol, je décore la nouala, j'allume le feu, puis je prépare le dîner, et ainsi de suite. Dehors, je transporte moi aussi les bottes de paille et je donne la ration de complément. Je balaye la bergerie avec mon mari. J'utilise la brouette. Quand il veut faire rentrer le troupeau, on sépare les agneaux en lots. Je l'aide. Je vais chercher l'eau. Je soigne les chiens et les mulets. Enfin, je coupe le bois et je le transporte à l'intérieur de la nouala pour la préparation du pain. 5 à 8 pains par jour. On utilise le four traditionnel tous les jours. Et puis le soir, je prépare le dîner. Voilà, c'est tout. Quatre histoires, 4 vies bien différentes,
d'éleveurs confrontés à des problèmes quotidiens et s'adaptant plus ou moins facilement aux changements économiques et sociaux. Les conditions de vie et de statut social de tous ces gens sont très différentes, et les stratégies pour faire du mouton et conduire un troupeau ne sont évidemment pas les mêmes d'un éleveur à l'autre. Mais une image s'impose, celle d'éleveurs compétents. Ces espaces, 1000 fois parcourus, sont connus mètre par mètre, plante par plante. Cette herbe s'appelle Ijej. Elle est très intéressante pour les animaux en automne. Elle reste toujours verte. Mais celle-là, qui se dessèche, est sans intérêt pour les animaux. Tu connais son nom? Elle s'appelle Tarazazi. Cette plante-là est très utile aux animaux en automne. Même sèche, elle reste assez haute et les animaux la mangent, et en particulier les tiges. Elle s'appelle Tinoura. Elle est intéressante pendant les mois de novembre ou décembre. Les animaux la consomment comme l'orge. Elle est très bonne. Il y a aussi d'autres herbes, comme celle-là. Quand les brebis ont faim, elles la secouent avec les pattes, comme ça. Elle mange ces parties-là et rejette les parties épineuses. Elle s'appelle Aguerbaz. Cette plante est bonne pour le troupeau. Comment tu l'appelles? En arabe, on l'appelle touchant. Et en berbère, azoukeni. Celle-ci s'appelle tamrouit. Et elle est bonne pour le troupeau? Elle est très bonne. Ahmed, Omar et les autres connaissent aussi les habitudes du troupeau et les lieux qu'ils préfèrent. Ils accordent ainsi une grande importance à l'oukar. لوكار ديال الكسيبه لوكار ديال الكسيبه دابا انا دازتو واحد العامين الفوق في واحد البلاصه تتعلم الكسيبه على ديك البلاصه. L'oukar du troupeau. Eh bien, si les animaux passent 2 ans ou plus dans un même lieu, ils commencent à bien connaître cet endroit. Les jeunes et les adultes s'y habituent. تعيش الغلم خير من واحد البلاصه اللي ما علماش علمه على الماء وعلمه على المرقد. Et même si les pauvres en herbe, ils préfèrent leur oukar à un endroit plus riche parce qu'ils le connaissent. Ils retournent les pierres, grattent avec leurs pieds. تحفر الا كان شويه الارض ناقصه الربيع وداكشي الغلم عايشه واحد الغلم دابا داكشي بالتجربات تنشوفوا دابا الا كانت الغلم على هذه البلاصه وكانت ناقصه ما نقدروش نديو Il faut au moins 2 ans pour que le troupeau s'accoutume à un tel lieu, qu'il s'habitue à l'eau, à l'endroit où il dort, le mergued, et surtout au pâturage. اختنا لا بغينا نديو ديك البلاصه غادي عامين تجي ناقصه الغنم اكثر من داكشي فاش كانت الغنم غادي تجي ناقصه. C'est ça d'expérience. عاد تولي غنم عاد تولف تولي غنم وما ديك العامين ديال الاولى تتكرر. Et si les animaux ne sont pas en bon état, il faut surtout les laisser dans leur oukar. ما تكسبش كاع ما تولدش. Et quand on change de place les 2 premières années, c'est toujours très difficile. والبلاصه فاش مكره داكشي اللي لقات قادها. Donc un berger, ça doit savoir tout faire. Un bon berger doit bien surveiller son troupeau, bien repérer les animaux malades, ceux qui pâturent, ceux qui ne pâturent pas. Les animaux qui ne pâturent pas, il faut leur examiner la bouche pour voir s'ils ont un problème. Un mauvais berger, il lâche le troupeau qui commence à courir, puis crie ou siffle au troupeau pour le faire revenir, ou demande à un autre berger plus loin de faire revenir le troupeau. Une fois le troupeau revenu, il repart. Un mauvais berger se met derrière le troupeau pour le conduire.
Un bon berger doit se mettre devant le troupeau pour le ralentir. Et même quand il veut ralentir le troupeau, il envoie un caillou pour éviter la dispersion des animaux. Le bon berger doit toujours marcher devant le troupeau. Un mauvais berger s'intéresse seulement à comptabiliser le nombre de jours de travail. Il faut observer les animaux un par un. Celle-là est bonne, celle-ci n'est pas bonne, pourquoi elle n'est pas bonne, a-t-elle besoin de traitement, je demande après les médicaments, a-t-elle besoin de sel, je demande après le sel. Même si elle a besoin de compléments alimentaires, je la fais descendre en bas pour mieux la nourrir. Il ne faut pas que je laisse les animaux en mauvais état. Je dois bien prendre soin des animaux, ou bien je m'en vais pour faire autre chose. Et puis un berger, ça connaît la médecine aussi. Les animaux tombent malades de la maladie de la ria. Pour les animaux, il faut de l'aération. Alors le plastique est assez bas et ça crée un milieu humide. Il n'y a pas suffisamment d'espace. C'est comme une personne qui vient de prendre un bain au hammam et qui en sortant attraperait froid. Les animaux à l'intérieur sont chauds et humides, et le fait de sortir à l'extérieur les expose et ils attrapent froid. C'est comme ça qu'ils tombent malades. On va alors chez le vétérinaire ou le pharmacien et on lui demande le médicament pour la ria. C'est la sofamycine, c'est très bon. Tu vois cette brebis, elle est atteinte d'une maladie du cœur qu'on appelle Boglib. On trouve de l'eau entre les tissus cardiaques et la peau. Malheureusement, on a cherché partout des médicaments, mais on n'a pas trouvé le bon remède. Et les médecines traditionnelles? On traite avec un produit qu'on appelle Katran. C'est un liquide qui provient du feuillage des cèdres. Je l'ai déjà essayé, mais ça n'a rien donné. Les symptômes continuent à apparaître, sous le museau. La brebis devient chétive, la queue est sans laine. Tu vois, il n'a pas encore pâturé, il n'a pas de dents, mais il a commencé à boire de l'eau. C'est à cause de la diarrhée. Il ne faut pas qu'il boive de l'eau avant de pâturer. Il ne doit consommer que du lait. S'il consomme de l'eau avant de manger de l'herbe, il va attraper cette maladie. Et comment on le soigne? On fait des piqûres, on achète ça chez le pharmacien et on le pique ici nous-mêmes. Et puis, il y a les ruses du métier. Par exemple, comment dresser une brebis meneuse, celle qu'on appelle trisht. Trisht, je l'éduque depuis l'âge de 4 à 5 mois, depuis qu'elle est une jeune agnelle. Et on la tape jour après jour, jusqu'à ce qu'elle soit dressée. Chaque jour, je la tape un peu plus, jusqu'à ce qu'on la tonde pour la première fois. Après la tonte, elle est complètement dressée. Chaque fois que tu appelles Trisht, elle part en premier. Même si elle a le feu devant elle, elle part en premier. L'oued, elle le traverse. Elle ne recule devant rien. Elle craint le bâton. Tu apprends à la brebis comme tu éduques tes enfants. Tu leur montres comment faire. C'est la même chose. Ahmed, lui, n'a pas eu besoin du bâton pour apprendre à son fils le métier de berger. Mes enfants, je les connais depuis leur enfance. Ce petit, il connaît tous les agneaux. Il est consciencieux. Si je veux vendre de belles bêtes, des fois, il s'y oppose. Il n'est pas paresseux. Même quand il neige, s'il voit une brebis qui s'apprête à agnoler, il court vers elle pour l'aider. Quand il voit qu'une brebis va mettre bas, il reste à côté d'elle, dans la noix là, jusqu'à ce qu'elle mette bas. Parce que parfois, pour son premier agneau,
ou quand elle n'est pas en bon état, elle risque de ne pas avoir assez de force pour expulser l'agneau, qui risque de s'asphyxier. Mon fils, quand il reste auprès de la brebis, il l'assiste de la même façon qu'il m'a vu faire. Quand l'agneau sort sa tête, il soutient la brebis en lui maintenant les pattes pour l'aider à mieux respirer, jusqu'à ce que l'agneau sorte. Et quand on sépare les agneaux des mères, il redonne ensuite l'agneau à sa mère sans se tromper. Il se rappelle de tous les agneaux, même quand ils sont devenus grands. Il est comme ça depuis son enfance. Mais mes autres enfants, il faut toujours les pousser et être derrière eux. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ils sont paresseux, pas comme celui-là. Mais là où les choses changent d'un éleveur à l'autre, c'est dans l'organisation des déplacements des troupeaux et dans la façon d'utiliser les ressources de la montagne. Aboubi, le patron du vieil Hassani, est un petit éleveur devenu grand. Quand je montais moi-même, je montais en avril, mai, mais plutôt avril. J'y restais car je ne faisais pas d'agriculture. Depuis que j'ai commencé à labourer, j'en vois des bergers qui ont des familles. En hiver, les grandes tentes sont dressées en bas, mais les animaux restent là-haut. S'il neige, les bergers descendent des troupeaux. Quand la neige fond, les troupeaux remontent. C'est ce qu'on fait depuis bien longtemps. Tout le monde faisait la même chose. S'il neigeait, il était indispensable que les troupeaux redescendent ici, parce que là-haut, il n'y avait pas de bergerie. Mais ces derniers temps, du côté des Aïtouahi, là où campe le mari de Rkiya, les gens ont commencé à construire des noilas au bord de la forêt, pour abriter les troupeaux de la neige. Il y a donc maintenant deux grands types d'éleveurs, radicalement différents. Des sédentaires fixés en montagne et des transhumants, utilisateurs temporaires du jbel. Les sédentaires du jbel sont ces gens venus d'ailleurs et en principe interdits de parcours collectif comme Ahmed et Rkiya, et qui sont condamnés à rester là-haut tant qu'ils n'auront pas acheté de terrain en bas. Mais il y a aussi les propriétaires du bas qui installent en haut un berger quand ils en ont les moyens, ou un fils cadet quand ils sont trop serrés en bas. Deuxième grand type, les transhumants. Il faut distinguer les petits propriétaires comme Omar, qui garde lui-même et utilise les parcours du jbel et de la forêt plus de 8 mois par an, et les gros éleveurs comme ceux de la Noc, dont les troupeaux sont nourris l'hiver en bas dans des bergeries, et qui envoient leurs troupeaux au jbel menés par des bergers, comme le vieil Hassani par exemple, pour des périodes un peu moins longues. La manière de conduire les troupeaux varie donc d'un type d'éleveur à l'autre. Les gros éleveurs de la Noc élèvent en général deux types de troupeaux. Un troupeau de sélection pour produire des reproducteurs de race Timhadit, mâles, femelles, et un ou plusieurs troupeaux commerciaux. Haj Smaïl, président de la Noc, est l'un des meilleurs éleveurs de la région. Il exploite plus d'1 millier de brebis répartis dans 4 ou 5 troupeaux que conduisent des bergers. Mes troupeaux à Noc, je les nourris bien en hiver et je les traite bien pour que je puisse avoir des agneaux précoces au mois de septembre de l'année qui suit. Parce que si les troupeaux ne sont pas bien nourris et traités en hiver, ça sera difficile de les faire lutter au printemps. Avant de lâcher les béliers, je fais entrer dans les troupeaux 2 béliers avec des tabliers marqueurs qui empêchent la saillie. Ils m'indiquent si les brebis veulent bien du bélier ou pas. Quand je vois que les brebis sont prêtes pour la lutte, je lâche les béliers. À ce moment, je divise les troupeaux en 3 groupes. Je choisis de très bons béliers. Quand la commission de sélection passe, elle voit les produits et leurs pairs. Le bélier qui donne des produits classés premier ou deuxième, je le retiens. Celui qui donne des produits troisième, je ne le garde pas. Avant la mise bas, je donne le CMV, l'orge et le maïs.
l'orge pour engraisser la brebis, le CMV pour renforcer les os chez l'agneau, et le maïs pour améliorer la production laitière de la brebis. Après la mise bas, j'ajoute le son et le fourrage. Pendant la période d'agnelage, je descends mes brebis à la bergerie. Je ne les laisse pas dans le jbel. Mes troupeaux de la NOC doivent agneler dans un délai de 40 jours avant le mois de novembre filahi. Quand les animaux sont dans les bergeries, je donne aux agneaux du foin de luzerne au début. Ensuite, je commence à leur apporter du son et de l'orge concassée. Au bout de 3 à 4 mois, c'est-à-dire en janvier et février, je les fais pâturer de l'orge en verre pendant 2 à 3 heures pour les préparer à la montée au jbel avec leur mère. Ce qui permet d'éviter des chutes de poids chez l'agneau à cause des changements de régime. Le fait de mettre les agneaux sur l'orge en verre prépare l'estomac de l'agneau à l'alimentation sur parcours. Au total, je supplémente 7 mois par an. J'ai 800 brebis et 700 agneaux. Je viens de faire les comptes. J'ai dépensé 300 000 dirhams de nourriture. Le fourrage, je ne l'achète pas. Je le produis sur mes terres. L'orge en grains, j'en produis la moitié. Omar, lui, qui n'a pas les mêmes moyens, garde lui-même, monte plus tôt et redescend plus tard. On est monté au jbel, moi et mes neveux, en avril. Mais je descends de temps en temps en bas pour 2 ou 3 jours. Et mon fils, qui garde des antenais à la maison, qui s'occupe du maraîchage et des céréales, vient me remplacer. Ou bien ce sont mes voisins, qui sont des parents. Je descends tous les 15 jours, ou une fois par mois, pour aller au souk ou au hammam. On subdivise le troupeau en 2 lots. Les brebis montent et les antenais restent et sont nourris avec l'orge en verre. Et s'il pleut, on les fait rentrer à la bergerie. Donc, on se débrouille. Au total, on donne 1 quintal d'orge et 1 quintal de son, qui est l'équivalent de 6 abras par jour, pour 100 têtes, plus 1 balle de fourrage par jour. Il faut compter approximativement 75 dirhams dépensés par jour pendant 4 mois. Tu m'avais dit qu'une partie de ton troupeau était prise en association. 50 têtes sont à moi, et l'autre partie appartient à un type des Rachidia. Il m'avait donné 80 têtes au début, et maintenant il en possède 150. Il me donne au début 1500 dirhams pour acheter les aliments, et puis quand on partagera les bénéfices, il soustraira cette part initiale, et le reste, on le partagera tous les deux. Pour ce qui est des antenais, quand je veux vendre par exemple 15 têtes, je lui téléphone et il me fait signe de vendre. Et à la fin, on partage les bénéfices. Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Je le cache dans un coffre à la maison. Tu ne le mets pas à la banque? Tu crois que j'ai 20 millions pour les mettre à la banque? Je n'ai que 5000 dirhams.
Je te jure que je peux rien faire avec. En 2 souks, il me reste plus rien à dépenser. Ahmed et Rkia, sédentaires forcés, restent toute l'année en montagne. Leur problème, c'est l'hiver. À l'approche de l'hiver, on essaye de stocker tout ce qui est nécessaire à l'alimentation du troupeau. Les balles d'avoine, le fourrage, pour une durée de 4 mois. En hiver, on travaille même la nuit. On dégage la neige sur le toit de la tente, on crée des sentiers. Tous les soirs, on surveille l'état des piquets qui la soutiennent. Ici, il y a trop de neige, plus d'1 mètre souvent. On doit nettoyer les mangeoires, donner aux bêtes plus que de raison, parce qu'une partie de l'aliment est toujours perdue à cause du vent. Les agneaux doivent être abrités à l'intérieur de la bergerie. Et tous les jours, on doit les complémenter en leur donnant du lait artificiel. Ce qui est difficile ici en hiver, c'est l'eau. Une fois que la brebis a mangé la paille ou le fourrage, elle a envie de boire. Mais on n'a jamais assez d'eau, car même si on en stocke dans des citernes, elle gèle. On en a juste assez pour la famille. Deux mois avant l'arrivée de la neige, il faut donner 1 kilo de concentré pour 4 à 6 brebis pour les préparer à affronter le froid. Mais elles en mangeraient bien 1 kilo chacune. Tous les éleveurs sont d'accord là-dessus. L'agneau précoce d'automne, le Bekri, c'est le meilleur. Comment s'y prendre pour avoir des naissances précoces? Il faut savoir que les brebis ne sont pas fertiles en hiver. Pour obtenir un agneau Bekri, né en octobre, il faut donc que les brebis soient saillies 5 mois plus tôt, donc en mai. Mais pour être fertile et entrer en chaleur en mai, il faut qu'elles soient en bon état, donc bien nourries l'hiver qui précède, et qu'elles n'aient pas agnolé trop tard pour avoir le temps de se refaire, comme on dit. À ces conditions, ces brebis qui agneleront en octobre pourront à nouveau être saillies 1 ou 2 mois après, car les brebis locales reviennent vite en chaleur. Et 5 mois plus tard, elles feront un deuxième agnelage en produisant des agneaux mazouzi de printemps. On comprend aisément qu'à la campagne suivante, ces brebis qui ont agnelé 2 fois seront incapables d'être saillies à nouveau en mai pour redonner un agneau Bekri en octobre. De fait, saillies en août, elles ne réagneleront qu'en janvier de l'année suivante pour produire un agneau d'hiver, le Wasti. Dans un tel système, une brebis bien nourrie peut donc faire 2 agnelages. La première année, Bekri suivi de mazouzi, et 1 l'année suivante, le Wasti. Soit 3 agnelages en 2 ans, séparés de 7, puis 8, puis 9 mois. En vérité, les bons éleveurs partagent leur troupeau en 2 lots. Quand l'un est composé de brebis qui vont agneler tôt et faire de l'agneau Bekri, l'autre est décalé vers le Wasti et ne fera du Bekri que l'année suivante. Et les brebis fatiguées dont l'état est médiocre et qui, n'ayant pu récupérer, n'ont pas été saillies, pourront glisser d'un lot de lutte à l'autre et ne pas rater une année complète. On a donc chaque année avec ce système des agneaux des 3 types, et notamment des Bekri, et la possibilité de vendre dans les périodes les plus favorables. Les premiers souks de février-mars, la fête du mouton qui pour le moment est au printemps, la période des moissons et la fin de l'année. احنا دابا بكري كان بكري في واحد التاريخ كنطلقوا عليها الحواله كتخرج الحواله دابا كنطلقوا عليهم في تيفسا من تيفسا كنطلقوا عليها الحولي ما كنحيدوهاش كاع الحولي. Nous, dans le temps, on ne lâchait les béliers dans le troupeau qu'à Tifsa, c'est-à-dire en avril. Maintenant,
Avec l'utilisation du concentré, les béliers sont réintroduits plus tôt. Et les naissances ne s'arrêtent plus entre octobre et mai. الدواء ويعطيو الفراج والكوريات الخروف دائما زايد فيها تعرفي الا كاينه عندك غير 400 نعجه. Si tu as 400 brebis, au bout d'une année, tu auras 800 agneaux. Tout à l'heure, quand je vous avais dit qu'il y avait 350 brebis qui ont agnolé, eh bien le reste des brebis va remettre bas une deuxième fois, grâce à une bonne alimentation, des traitements sanitaires et une bonne conduite du troupeau. Mais si je suis négligent, il y aura beaucoup de pertes. Le vrai gain au niveau du troupeau, c'est les agneaux. C'est d'avoir 2 agnolages. 100 brebis donnent 100 agneaux Bekri et 100 agneaux Mazouzi. Les agneaux Bekri, c'est un gain. Au lieu de vendre les mères, tu vends les agneaux. 100 agneaux peuvent rapporter 70 000 dirhams que tu peux utiliser pour couvrir plusieurs dépenses. Et tu auras en plus 100 agneaux Mazouzi. En définitive, tu as 200 agneaux. Les gens paresseux, au contraire, au lieu d'avoir des Bekri, ils vendent une partie des brebis pour couvrir les dépenses ménagères et le remboursement du crédit agricole. Alors, comment nourrir les bêtes? Chez Haj Smaïl, il y a 2 logiques. Celle du troupeau prestige de sélection suivi par la NOC, sur lequel il ne fait qu'un seul agnolage, et les autres sur lequel il fait 2 agnolages et de l'argent. Personnellement, dans le troupeau qui n'est pas celui de la commission, j'ai 300 brebis qui ont donné des Bekri. 3 mois après la mise bas, je les ai fait lutter de nouveau et je vais avoir un deuxième agnolage pour ces 300 brebis. Elles vont agnoler en avril. Si 300 brebis te donnent 600 agneaux, c'est une bonne production, même si tu dois dépenser un peu plus d'argent en alimentation. Et dans tout mon troupeau, 7 brebis seulement n'ont pas agnolé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Sur mes troupeaux qui ne sont pas à la NOC, je pratique la même alimentation, mais ces troupeaux sont plus rentables, parce que je pratique un agnolage précoce. Moi, dès le mois de janvier, il me faut des agneaux Bekri à vendre. Il faut qu'ils soient les premiers sur le marché. Si on est les premiers sur le souk, on profite de bons prix. Un bon éleveur doit être sur le souk avant les autres. Si tu entres avec les autres, c'est pas intéressant. Mais ce triple agnolage en 2 ans n'est pas toujours aussi bien programmé. Omar, qui a peu de moyens et subit les caprices du climat, ne réussit le Bekri que les bonnes années. Tout dépend de Dieu. Par exemple, l'année dernière était bonne. Il y avait des naissances Bekri, tandis que cette année, elle est mauvaise. Donc il n'y a que des naissances tardives. L'année dernière, j'ai eu 50 agneaux Bekri. On les a engraissés, puis vendus au souk. Cette année, c'est pas aussi bon. L'herbe est insuffisante. Il faut complémenter dès mars si on veut des Bekri. Mais on ne complémente pas. On est fatigué. L'orge est cher. Qu'est-ce que tu veux? Il est un domaine pourtant où rien ne va plus et qui amène à se poser de graves questions sur la survie de ces systèmes.
c'est celui de l'environnement et de la gestion des parcours, hors forêt et en forêt. L'élevage devient de plus en plus coûteux. Personnellement, je faisais jusqu'à 1600 brebis et je suis redescendu à 800 brebis. J'ai diminué de moitié. Mais pourquoi diminuer? Avant, les parcours étaient suffisants. Nous utilisions la forêt et les éleveurs n'étaient pas très nombreux. Maintenant, les eaux et forêts ont repris leur territoire. Et ont laissé très peu de forêts à notre disposition. De plus, les ayants droit passent des contrats avec des non-ayants droit des villages et des villes. Le contractant achète 4 à 500 têtes à l'ayant droit, avec lequel il a passé le contrat en mars, et il revend ce troupeau en juillet ou août. Qu'est-ce qui reste sur les parcours comme herbe? Rien que du sol nu. Toi qui fais de l'élevage, tu supplémentes à partir d'août en attendant l'herbe de printemps. Une fois le printemps arrivé, il y a de nouveau des troupeaux sous contrat entre ayants droit et non ayants droit des villages et des villes. C'est la raison pour laquelle les éleveurs diminuent leurs troupeaux. En plus, il y a la poussée démographique. Le nombre d'ayants droit augmente et la terre reste la même. En hiver, on ne sort les troupeaux que pour les réchauffer et on les fait revenir le soir pour leur distribuer la nourriture. Les gens sont sous les plastiques dans le jbel. Dès que la neige est fondue, ils sortent pâturer. L'élevage est devenu très difficile. Haj Smaïl évoque alors le système traditionnel de l'Agdal, qui consistait à mettre en réserve, en hiver et au printemps, certains parcours pour ne les réouvrir qu'au mois de juin ou juillet. Du temps où on faisait l'Agdal, les éleveurs descendaient l'hiver en plaine. Mais depuis que le ranch Adarouche s'est installé là-bas, il n'y a plus d'Agdal. Avant, dès octobre ou novembre, plus personne ne restait dans le jbel. C'était vide, presque désert. Tu craignais de passer dans le jbel. Les éleveurs ne remontaient dans le jbel qu'en avril-mai. Et quand les éleveurs montaient au jbel, la hauteur de l'herbe était de 20 cm. Une autre cause à la disparition de l'Agdal, c'est la construction des abris dans le jbel. Les parcours du jbel commencent à être utilisés le long de l'année, soit par le biais des abris, soit par le biais des noilas. Les terres de parcours collectives sont devenues comme le visage qu'on rase chaque jour. Il ne reste plus rien sur ces parcours. En forêt, le constat est encore plus sévère. Si le pâturage de l'herbe est permis dans certaines parties, l'ébranchage est partout interdit. Mais pour tous ceux qui passent l'hiver là-haut, l'aliment apporté par les feuillages est indispensable, malgré la surveillance exercée par les forestiers. يديروا شي داروا 100 شي مليون شي 300 ألف شي كل واحد وقانون ديالو ولكن غير الباطل. Tout le monde paye des PV ici, mais sans raison. Si c'était nous qui détruisions la forêt, d'accord pour l'amende, mais on n'a rien fait. Si le forestier veut attraper les coupables, qu'il vienne quand il neige. Parce que s'ils viennent constater les dégâts quand il fait beau, ils punissent ceux qui n'ont rien fait. Juste après notre arrivée en montagne au printemps, ils viennent et nous accusent de détruire la forêt. Mais c'est pas nous. Même si je leur donne pas mon nom, les voisins le lui donneront et il enverra le PV au tribunal. En hiver, le troupeau ne cesse pas d'utiliser la forêt. Les déplacements, c'est la bergerie, la forêt, la bergerie. Et qu'est-ce que le troupeau mange dans la forêt? Elle consomme du chêne vert, mais pas le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre du paradis.
et on le détruirait. C'est pas légal. Le détruire, c'est comme tuer nos propres enfants. C'est vrai ou pas? Le chêne vert, lui, il rejette. T'en coupes 2 ou 3 pieds et il rejette. Mais le cèdre, il en meurt, le pauvre. Comme s'il perdait son âme. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas en couper. Et si je vois quelqu'un le faire, je le dénonce au forestier. Ça nuit à l'État. Après tout, le Maroc vide sa forêt. C'est pas vrai? Il faut interdire le pâturage des moutons. Sinon, ça va continuer, même la nuit. La nuit? Oui, la nuit. Les bergers montent dans les arbres, comme des singes, pour couper les feuillages du cèdre jusqu'à la cime. Ils coupent les branches du haut jusqu'en bas, puis ils étalent sur le sol pour que les animaux les pâturent. Et quand ils ont mangé, ils repartent. Et ils recommencent le lendemain, et le surlendemain. Ils coupent comme ça 3, 4, 5 arbres par jour. Alors évidemment, la forêt disparaît. Ce ne sont pas les gens d'ici qui coupent le cèdre. Nous, on coupe seulement le chêne vert en bas, quand il y a de la neige. On en coupe 2 ou 3 branches qu'on ramène à la bergerie. Mais tu ne coupes pas l'arbre à ras au niveau de la racine. Mais ces gens-là abusent de la forêt. D'Ainle jusqu'à Ifran, tout est tombé par terre, jusqu'à Bouiriten. Là où il y a une belle forêt, elle est détruite. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, si on est vraiment en démocratie, il faut massacrer ces types. Si on en attrape un, il faut lui couper les mains, ou lui couper la tête, ou lui crever les yeux, ou lui couper la langue, pour qu'il ne recommence plus. Si ces types veulent bien alimenter leurs troupeaux, qu'ils achètent du fourrage, ou qu'ils prennent en location un terrain domanial, en organisant les coupes, quelques branches ici, quelques branches là, au lieu de massacrer tous les arbres. Tous ces éleveurs, dont la compétence en matière d'élevage est manifeste, sont pourtant collectivement coupables d'un pillage généralisé des ressources. Coupables, certes, mais pas vraiment responsables. Faudrait-il les tenir pour responsables de l'installation du ranch à Darouche, de la fermeture des Agdal? Responsables de l'inflation des effectifs dopée par l'arrivée des camions, la distribution d'aliments et des médicaments? Responsable de l'intrusion des capitaux urbains par le biais des associations ou du flou juridique pour tout ce qui touche au statut collectif? Non, bien sûr. Il faut donc concevoir une réglementation qui reconnaisse les droits des étrangers, limite les effectifs, réintroduise les Agdal, contrôle les associations et fasse en sorte que chacun se plie aux exigences d'une gestion plus rigoureuse, appliquée sans distinction à tous les éleveurs. Il faut reprendre la pratique de l'Agdal, comme avant, sur les terres des Aït Mouli, qui sont en bon état. Parce que sur celles-ci, il n'y a pas eu de construction de bergerie ou de maison. Les endroits lointains comme Arag, Khouga, Mertissi-Diouine, Aïn Kahla doivent être utilisés au printemps. Les éleveurs ne doivent pâturer les parcours de Nerten, Afnourir et Tachmout qu'au mois de juin ou juillet. Il faut donc instaurer une organisation au niveau des terres collectives. Il y a aussi un problème de chargement. On dit qu'un hectare sur une année ne peut pas supporter plus de 10 à 20 brebis. Maintenant, on y met 200 brebis par hectare et par an. Il faut une limitation des effectifs.
Et tu es prêt à réduire tes effectifs? Je suis prêt à réduire parce que j'aurai une meilleure production avec un troupeau de 500 en comparaison avec un troupeau de 1000. Mais pour les petits troupeaux? Non, non, le petit éleveur ne doit pas diminuer son troupeau. La limitation des effectifs ne doit concerner que les gros éleveurs. Bon, paroles en l'air, ou promesses d'un règlement futur qui tienne compte des avis de chacun, pour la mise en place d'une organisation durable, dont les éleveurs sont certes la tête, mais les bergers les jambes. C'est toujours la même chose, tous les jours, jour après jour. Quand il fait froid, on chausse les bottes. Quand il fait chaud, on met les chaussures. Maintenant, s'il faisait froid, je reviendrai à la guitoune pour mettre les bottes. Cette région est très difficile. Elle est très dure quand il neige. C'est très très difficile pendant l'hiver. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans ta nouala? Je reste toujours comme ça, en train de penser. Tu n'as pas de radio, pas de musique? Il n'y a rien, ni radio, ni musique. Les jeunes utilisent la radio et jouent de la musique. Mais moi, je suis vieux. Ça ne va pas avec moi, la musique. En plus, je prie Dieu. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله هذا الشيء ونود نصلي Et je fais ma prière et je m'endors. العشاء ديالي ونولي الناس